Le shopping en ligne, ça a l'air tellement simple. Un clic, un achat, et voilà. Mais en réalité, derrière cette facilité, il y a tout un monde juridique, un cadre invisible qui fait que chaque transaction est non seulement possible, mais aussi, et surtout, sécurisée. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces règles du jeu du e-commerce, depuis le moment où on met les pieds sur un site jusqu'à bien après la livraison du colis. Ah, ce fameux bouton «Acheter maintenant». On a tous cliqué dessus, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce que ça déclenche d'un point de vue purement légal? Parce que, ce simple geste, c'est bien plus qu'un clic. C'est en fait l'aboutissement de toute une série d'étapes juridiques qui sont là pour protéger tout le monde, le consommateur comme le vendeur. Allez, on regarde ça de plus près. Et tout ça, ça commence bien avant même de penser à acheter quoi que ce soit. En fait, dès qu'on arrive sur un site, la toute première interaction, elle concerne nos données personnelles. C'est là que les premières obligations légales entrent en scène, souvent sous la forme de, ces fameux bandeaux de cookies qu'on voit partout. Et là, il y a un point qui est vraiment essentiel. La loi ne protège pas uniquement les acheteurs. Non, elle protège toute personne qui visite un site. Le simple fait de naviguer, de passer d'une page à l'autre, ça génère des données. Et c'est cette navigation, avant même qu'on ait sorti la carte de crédit, que la loi vient encadrer. Ok, mais c'est quoi, au juste, une donnée personnelle ? Pour que tout soit clair, il faut savoir que le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, définit ça de manière assez large. En gros, c'est n'importe quelle information qui permet de remonter jusqu'à une personne. Ça peut être évident, comme un nom ou un email, mais ça va plus loin. Même une adresse IP, l'identifiant de notre ordinateur, c'est considéré comme une donnée personnelle. Du coup, un marchand en ligne a des responsabilités très claires. On peut les résumer en 4 points clés. D'abord, il doit dire pourquoi il utilise des cookies. Ensuite, il doit avoir un accord explicite pour envoyer des newsletters, le fameux opt-in. Troisièmement, il doit être transparent sur le but de la collecte des données et permettre de se désinscrire facilement. Et enfin, et c'est crucial, il doit respecter les droits de chacun sur ses propres infos, droits d'accès, de correction et même de suppression. Allez, on passe au cœur du réacteur, l'achat lui-même. C'est vraiment le moment magique, si on veut, où un simple clic de souris se transforme en un contrat, un accord qui a une vraie valeur juridique. C'est un peu comme une poignée de main, mais version numérique. Mais attention, avant cette poignée de main, la loi impose au vendeur de mettre toutes les cartes sur la table. Il doit fournir toute une liste d'informations qui sont absolument essentielles. On parle des caractéristiques du produit, bien sûr, du prix total, des coordonnées du vendeur et même de la durée de validité de l'offre. C'est une question de transparence et d'équité. Et pour être bien sûr qu'on ne fait pas d'achat par erreur, ça arrive vite, la loi a mis en place ce qu'on appelle la règle du double clic. C'est tout simple. Le premier clic sert à valider le panier, à vérifier que tout est bon, le prix, les articles, etc. Et le deuxième clic, lui, c'est la confirmation finale. C'est ce clic-là qui forme le contrat de vente, pas avant. Bon, on a double-cliqué, on pourrait penser que c'est fini, mais non, le processus continue. Le vendeur a l'obligation d'envoyer un accusé de réception, le fameux email de confirmation de commande, et il y a encore autre chose de moins visible, il a aussi l'obligation légale d'archiver le contrat. Et cette durée d'archivage, ce n'est pas juste pour quelques semaines, c'est 10 ans, oui, une décennie entière. C'est une obligation pour toute commande qui dépasse 120 €. Le vendeur doit conserver une copie du contrat électronique pendant tout ce temps. Maintenant, imaginons le cas où ça se passe mal, un litige après la vente. Que se passe-t-il ? C'est là que toute la question de la valeur juridique des documents numériques devient super importante. Parce qu'un simple email, il peut se transformer en une preuve capitale devant un tribunal. En matière de preuves numériques, en fait, tout repose sur 2 grands piliers. D'un côté, on a l'écrit électronique, un email, un document Word, etc. De l'autre, on a la signature électronique. Et ce qui est fou, c'est que les deux peuvent avoir exactement la même valeur qu'un bon vieux document papier. Mais attention, pas n'importe comment, il y a des règles du jeu à respecter. Alors, regardons la différence. Pour l'écrit électronique, pour qu'il ait la même force qu'un papier, il faut 2 conditions. On doit pouvoir identifier qui l'a écrit et on doit être sûr que son contenu n'a pas été modifié. Pour la signature électronique, c'est encore plus strict. Pour qu'elle vaille autant qu'une signature à la main, elle doit être émise par un organisme de certification reconnu qui garantisse sans l'ombre d'un doute l'identité de la personne qui signe. D'accord, on a vu la transaction, les données, le contrat, mais si on prenait un peu de recul, le magasin en ligne lui-même, comment est-ce qu'il est protégé ? Parce que le site web, les logiciels, le nom de domaine, tout ça, ce sont des actifs qui ont une énorme valeur, même s'ils sont immatériels. Et la loi, bien sûr, a prévu de quoi les protéger. Pour bien visualiser la chose, on peut faire une analogie toute simple.
Protéger le contenu d'un site web, le design, les textes, les photos, c'est comme si on protégeait les murs et la déco d'un magasin physique. Et protéger le nom de domaine, eh bien c'est comme protéger l'adresse postale de ce magasin. Ce sont deux choses bien distinctes qui ne sont pas protégées de la même manière. Alors, comment ça marche en pratique? Pour les sites web et les logiciels, c'est assez simple. Ils sont protégés par le droit d'auteur, et ce de façon automatique dès leur création. Pour les noms de domaine, c'est un peu la loi du Far West numérique. Premier arrivé, premier servi. Et puis il y a les bases de données, et là c'est un cas un peu spécial. Elles ont une double protection, le droit d'auteur pour leur structure, leur architecture, et un droit qu'on appelle sui generis, ça veut dire de son propre genre, qui est là pour protéger l'investissement, souvent colossal, qu'il a fallu pour la créer. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ces règles ne sont pas juste des détails techniques pour juristes. Non, toutes ces lois sur les données, les contrats, la propriété intellectuelle, c'est tout ça qui construit l'architecture de la confiance. C'est le socle qui rend tout le e-commerce possible. Sans cette confiance, l'édifice s'écroulerait. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion pour la route. Si un simple clic peut avoir la force d'une signature et nous engager dans un contrat, ça fait réfléchir sur le poids de toutes nos autres actions en ligne, non? Quelles autres habitudes numériques pourraient avoir des conséquences juridiques qu'on ne soupçonne même pas? C'est une question qui mérite d'être posée.